Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, revêtu ce lundi du 61e congrès annuel scientifique ouest-africain des chirurgiens. Le ministre de la Santé a procédé au lancement des travaux au Palais des Congrès de Cotonou. La 24e équipe qualifiée pour la CAN Cameroun 2021 reste toujours inconnue. Le match devant départager le Bénin et la Sierra Leone n'a pas pu être joué comme prévu ce lundi pour des cas de Covid-19 signalés au sein de l'équipe sierra-léonaise. Et puis au Mali, après sa nomination, le nouveau Premier ministre a tenu ce lundi son premier conseil de cabinet. Choguel Maïga a évoqué les chantiers prioritaires pour faire sortir le Mali de la crise. Bienvenue à toutes et à tous. Le Collège ouest-africain des chirurgiens tient depuis ce lundi 14 juin à Cotonou son 61e congrès annuel scientifique. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Clémence Tonoucoin et Jean-Baptiste Boko pour le compte rendu. Placé sous le thème principal l'impact de la COVID-19 sur la formation et la pratique en chirurgie, la rencontre internationale a ouvert ses portes ce lundi 14 juin au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie d'ouverture, marquée par une série d'allocutions précédée de la procession des membres du collège, a été l'occasion pour le président du collège de faire un bref résumé de ses actions à la tête du collège depuis 2 ans. Notre mission a été surtout de se concentrer sur les pays qui avaient le plus besoin d'appui en matière d'un renforcement de capacités et de formation de ressources humaines en santé. Et ces pays sont la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Libéria et la Sierra Leone. Mais aussi renforcer notre partenariat avec les collèges sœurs au niveau régional, au niveau international, et aussi d'autres institutions pour pouvoir mettre en place des formations, ce que nous avons réussi à faire. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, créé en 1960, se doit de rechercher des solutions aux différentes problématiques de santé qui assaillent le continent. Toute chose qui, selon le président du comité d'organisation, est une nécessité scientifique qu'impose la lutte contre la COVID-19. Notre collège doit dès lors chercher à se positionner pour faire des efforts, des propositions pour la mise en œuvre de politiques publiques de santé publique promptes à satisfaire les besoins sanitaires de nos populations. En paraphrasant quelqu'un, je pourrais dire « Yes, we can ». Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpatin s'est réjoui de la tenue de ces assises de 72 heures dans un contexte particulier de la COVID-19. En bravant ainsi les difficultés sanitaires que traverse le monde en ce moment, vous donnez le témoignage de votre attachement au mieux-être des patients dont vous avez la charge et que vous avez la lourde responsabilité de soigner et de soulager. Votre métier, que dis-je, notre métier, n'est pas des plus aisés, mais il reste entaché de noblesse du fait que vous parvenez souvent à préserver la vie. Pour cela, l'exercice quotidien et le perfectionnement de votre art doit constituer une véritable préoccupation pour vous, pour la société, pour le gouvernement de la République du Bénin et son président, M. Patrice Talon. Au cours de la cérémonie, le président de la République, Patrice Talon, a reçu une distinction. Restons dans ce registre santé pour dire que la plateforme des personnes âgées du Bénin a organisé ce mardi 15 juin une marche dénommée Marche du cœur pour célébrer la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Cette plateforme qui regroupe une quarantaine d'associations défendant les intérêts des personnes du 3e âge vise à sensibiliser la jeunesse sur ces dérives à l'endroit des personnes du 3e âge et à attirer l'attention des autorités sur l'absence d'un cadre légal pour encadrer la vie des personnes âgées. On écoute la vice-présidente de la plateforme au micro de Clémence Tonoucoin. L'objectif de cette marche, c'est d'abord la prise de conscience de ce que c'est que la maltraitance au niveau des personnes âgées. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui ne veulent rien faire
et qui demandent à leurs parents de leur vivant, nous voulons notre héritage. Nous avons des jeunes gens qui tapent, brutalisent leurs parents. Est-ce une bonne chose? Donc, c'est pour amener la génération montante à prendre conscience que aujourd'hui, ils sont jeunes. Hier, nous étions aussi, nous, des jeunes. Et demain, ils seront les personnes âgées. Et le credo même de la plateforme, c'est personnes âgées. Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Nous voulons amener aussi nos autorités à savoir que l'éducation, l'école a déserté le forum aujourd'hui. Parce que la morale qui était à la base de la société africaine et singulièrement de la société béninoise, cette morale-là aujourd'hui n'existe pas. Les candidats au brevet d'études du premier cycle composent depuis ce lundi dans le département du Mono 6 767 000 candidats, dont 3 222 filles composent dans 15 centres en dehors du centre des malvoyants et sous-muets de Djanglamé. Et c'est au CEG 1 de Comé que le préfet Bienvenu Milorin a donné le top de cet examen. Suivez ici un extrait de ses propos et celui du directeur départemental de l'enseignement au micro de Jonas Bouchi. Avec le concours du gouvernement, nous avons eu une année apaisée. C'est le lieu de remercier les différents acteurs, les enseignants, le corps d'encadrement. C'est le lieu aussi de remercier les mécènes, les bonnes volontés qui ont pu accompagner en dehors de ce qui a été prévu par les établissements même pour les travaux de renforcement. Si l'année dernière, on avait eu de gel et quelques masques, cette année, chaque candidat a eu 3 à 2 masques et les flacons de gel hydroalcoolique sont là. Chacun en fait usage comme cela se doit. Nous avons bon espoir que tout se passera bien et que la chance aussi va nous accompagner. Le BPC cette année a une particularité, c'est la toute première promotion des enfants qui ont commencé la 6e sous le régime de la rupture. Et donc ce sont des enfants qui ont bénéficié de bout en bout du fruit des réformes engagées par le gouvernement successif du président Talon, notamment la stabilité dans nos centres. Il n'y a pas eu de grève du tout, ils n'ont pas vécu ça. Et donc pour moi c'est un indicateur de ce que les résultats de cette année doivent être meilleurs à ceux de l'année dernière. Parce qu'ils ont eu la chance de rester à l'école, d'être maintenus en classe et donc de suivre de bout en bout le programme pour lequel ils se sont inscrits. Comme vous voulez le dire, c'est un département déjà sur le pôle de l'excellence, depuis le CEP jusqu'au bac. C'est un département quand même qui reste toujours à la tête des pelotons. Et donc nous estimons avec déjà cette stabilité à l'école, le suivi des parents et la volonté affichée de tous les acteurs de cette chaîne qu'il n'y a pas de raison que les résultats de cette année ne soient pas meilleurs à ceux de l'année dernière. Dans le département du Koufo, c'est au CG1 de Clocamin que le préfet Christophe Mengbedi a procédé ce lundi au lancement officiel de l'examen du BPC. On retrouve Jonas Bouchi. Pour ces 3 jours de composition devant évaluer les 9 mois d'études de toute une année scolaire, apprenants, parents, enseignants et autorités du Koufo ont veillé au bon démarrage de l'examen du BPC session de juin 2021. Des consignes aux surveillants de salle, à la remise des premières épreuves, en passant par les dispositions pratiques, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Koufo s'était assuré de tout. Si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est parce que les apprenants ont été bien préparés. Depuis 1 mois, nous avons fini le programme dans les classes. Et ils ont utilisé plus d'1 mois pour les préparatifs. Tout est prêt et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, vous avez vu, les enfants sont détendus quand on est allé les voir dans les salles. Il n'y a pas de stress et ça montre que ça promet quelque chose de grand pour le département. Le maire de Clocamin, dont la commune a abrité le lancement au niveau départemental,
promet récompenser les meilleurs candidats du BPC et des autres examens dans le département du Koufo. Bonne chance à nos candidats et à tous les candidats donc, du Koufo en général et particulièrement ceux de Clécamé. Je pense que cette fois-ci, le Koufo sortira le premier donc, du Bénin. Nous comptons sur eux. Et ceux qui seront encore meilleurs cette année seront premiers et il y a beaucoup de surprises encore pour eux. Le préfet Christophe Megbedi remercie tous les acteurs de la bonne préparation pédagogique des candidats du Koufo. Je commence par remercier tous les professeurs, les enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Remercier tous les enfants qui sont impliqués à travers les révisions. Vous voyez, le BPC c'est un examen du niveau sérieusement national. Et je souhaite que mes enfants réussissent massivement, que le premier sorte vraiment du Koufo. 5570 candidats, dont 2206 filles, composent pour cet examen dans 18 centres répartis dans les 6 communes du Koufo. Le match Sierra Leone-Bénin reporté une énième fois pour ce mardi à 17h, heure de Cotonou. Initialement prévu pour hier lundi, le match n'a pu avoir lieu. Suivez le commentaire de Frédéric Espoir Mambo. Entre le Bénin et la Sierra Leone, laquelle des deux équipes ira à la CAN? C'est une question à 1000 inconnus. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur les gazons du stade Lansana Conté de Conakry ce 14 juin 2021 pour connaître enfin la 24e nation devant participer à la CAN prochaine au Cameroun, les joueurs ne sortiront pas du tunnel. En effet, on pensait que cette journée retenue par la CAF pour enfin jouer le 151e match pour les éliminatoires CAN Cameroun 2021 allait siffler la fin de l'imbroglio des tests biaisés de Covid. Mais il n'en est rien. Ou plutôt, le monde entier a eu droit à un rebondissement de feuilleton. Après le premier report de mars dernier, les tests Covid empêchent une nouvelle fois la tenue du match entre les Leon Stars et les Écureuils aux grandes dames des fans du football continental, voire mondial. Ce sont cette fois-ci les Sierra Leonais qui auraient été testés positifs. Si le Bénin peut se réjouir de la situation de ses rongeurs, que dis-je, de ses joueurs, passés cette fois-ci sans anicroche, la CAF et la Sierra Leone semblent avoir des choses à se reprocher. Dans un premier temps, l'image de l'institution fêtière du football africain pourrait fortement s'écorner puisque l'officier Covid, en acceptant procéder à 2 types de tests, notamment PCR puis TDR, en l'espace de 24 heures, aurait jeté du discrédit sur l'institution dans ce qu'on peut appeler la bouillabaisse vue hier du côté du stade Lansana Conté de Conakry. Cette légèreté de la CAF semble une issue pour la Sierra Leone et pourrait être un échappatoire pour d'autres équipes dans les jours à venir si l'institution, dirigée désormais par Patrice Motsepe, ne décide pas de prendre les taureaux par les cornes. De l'autre côté, les adversaires du jour du Bénin devraient comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. On se rappelle toute la hargne et l'adversité auxquelles les Écureuils ont été soumis un après-midi du mois de mars dernier à Freetown, alors que les résultats à l'époque fournis par les responsables de la fédération sierra-léonaise sur un simple papier de cahier n'avaient rien de réglementaire. Aujourd'hui, c'est leur tour et ils ont refusé de jouer malgré tout ce qui est fait pour lever l'équivoque. Tout porte donc à croire que ceci est fait pour atteindre le moral des acteurs alors que la rencontre s'avère cruciale pour départager les deux formations. Par ailleurs, s'il s'avérait que les 8 membres de la délégation sierra-léonaise sont vraiment positifs, la probabilité que d'autres membres soit contaminés est grande, alors que les tests PCR dont les résultats sont attendus ce mardi n'ont pris en compte que les 8 épinglés par le premier test, ce qui peut faire courir des risques aux joueurs de l'équipe adverse. De toute façon, le report d'un jour vient de passer. La CAF doit savoir prendre ses responsabilités par rapport à la rencontre, quels que soient les résultats. Quant aux joueurs et l'encadrement des deux équipes, ils doivent savoir qu'un bon match de football se gagne réellement lorsque les acteurs se frottent les uns aux autres réglementairement sur le rectangle vert et autour d'un ballon rond. D'où
Les préparateurs physiques, les entraîneurs et les autres responsables doivent trouver les mots justes pour motiver chacun de leurs équipiers. Sierra Leone, Bénin, lequel des deux pays fera l'excursion du Cameroun en janvier prochain? On croise à nouveau les doigts, on regarde vers le stade Lansana Conté de la Guinée-Conakry, mais également du côté de la CAF. Espérons vraiment que le match ait lieu ce mardi et bonne chance à nos écureuils. Ouvrons la page inter de cette édition. Au Mali, après sa nomination, le nouveau Premier ministre a tenu ce lundi son premier conseil de cabinet. Choguel Maïga a évoqué les chantiers prioritaires pour faire sortir le Mali de la crise. Une feuille de route très chargée qui doit répondre aux priorités fixées par l'exécutif malien. Ce dimanche, le nouveau gouvernement s'est réuni autour de son Premier ministre Choguel Maïga. Parmi les participants, des personnes appartenant à la coalition du M5 RFP, des militaires, des politiques et plusieurs technocrates. Au programme de la nouvelle équipe ministérielle, l'organisation d'élections en vue de ramener les civils à la tête du pays d'ici février 2022. Pour cela, il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections, réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. Nommé par le nouveau président de la transition Assimi Goïta, Choguel Maïga a évoqué ses autres objectifs: améliorer la sécurité, lutter contre la corruption, mener des réformes politiques et institutionnelles ou encore répondre aux demandes sociales. Le Premier ministre a également promis de poursuivre en justice les responsables de la répression des manifestations de juillet 2020 et de mener à bien la révision de la Constitution. De véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées. La révision consensuelle et inclusive de la Constitution dans le respect de son article 118 et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dans le respect des principes fondamentaux énoncés seront poursuivis et approfondis. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste alors que la France a récemment annoncé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Certains citoyens se tournent à présent vers la Russie pour appeler à l'aide dans la région. Une demande qui se matérialise par des rassemblements réguliers devant l'ambassade russe à Bamako. Cette option pourrait devenir plus sérieuse dans les semaines à venir. La Suisse se prépare à accueillir la rencontre diplomatique entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. La ville de Genève a l'allure d'une forteresse à 24 heures de cette rencontre. Les deux chefs d'État ont multiplié les déclarations. Joe Biden met en garde les autres Kremlin. De son côté, Vladimir Poutine réclame le respect de Washington. Au moment de choisir un endroit pour accueillir la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, plusieurs pays étaient pressentis comme l'Autriche ou encore la Finlande, là où s'étaient rencontrés pour la première fois Vladimir Poutine et Donald Trump. C'était à l'été 2018. Finalement, les deux chefs d'État vont se rencontrer à Genève, en Suisse, terrain neutre par excellence, afin de tenter de mettre à plat leurs différends. Et c'est dans la Villa Lagrange, au sein du parc du même nom, que le tête-à-tête va avoir lieu. Et comme vous pouvez le voir, les autorités locales n'ont pas lésiné sur la sécurité. En effet, 2 km de barrières métalliques et de barbelés ont été posés tout autour du parc en question. Et il faut montrer patte blanche pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Le jour J, une partie importante du centre-ville de Genève sera complètement bouclée et la circulation, en particulier au niveau des voies sur berge, sera également interdite. Les activités nautiques, tout du moins dans cette partie du lac Léman, seront elles aussi proscrites. Des milliers de policiers et de soldats sont présents sur place pour prévenir tout risque d'attaque terroriste. Des manifestations pourraient également avoir lieu aux abords de la zone interdite. Mais les autorités locales font tout leur possible pour que ce moment historique se déroule sans encombre. Ce n'est pas la première fois qu'une rencontre de ce type est ainsi organisée à Genève. En 1985, un sommet réunissait Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan, alors en pleine guerre froide. Ils se sont vus, entre autres, ici, au sein de la mission permanente de la Russie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, qui était à l'époque la mission soviétique. Les relations entre les deux pays étaient alors passablement détériorées par la guerre en Afghanistan. Le président américain menait une politique volontairement anti-soviétique, qualifiant l'URSS d'empire du mal. Le changement est venu avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. Leur première rencontre à Genève
a posé les fondements de plusieurs autres, au cours desquels leurs relations se sont améliorées. 2 ans plus tard, les 2 hommes signaient par exemple le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Et en 2021, l'objectif ne sera pas bien différent, tenter d'amorcer le dialogue dans un contexte de relations entre les 2 pays toujours plus dégradé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.